À 10h à Diogo et à Daroubeye, c'est dans la commune de Daroukoudos, même heure dans les studios de Sud FM Thiès. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 17 décembre 2014. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Merci de choisir le choix de la différence. Sud FM Thiès émet depuis le quartier Carrière sur la 102.2 en modulation de fréquence. Au sommaire de cette édition, crise dans le système scolaire, le QSEMS appelle à un boycott total des cours aujourd'hui après un mot d'ordre de débrayage décrété hier. Ces enseignants du moyen secondaire réclament le paiement de leurs indemnités de correction des examens du BFM et du baccalauréat 2013 entre autres. À Thiès, le réseau des enseignants appelle le QSEMS à la raison et salue la décision de la tutelle de plaider pour la réorganisation du mouvement syndical. Autre secteur incriminé, c'est celui des banques accusées par les sociétaires et clients de ne pas respecter les 19 mesures de facilitation prises au mois d'octobre dernier. Conséquence, ces clients ont également décrété une journée de boycott des banques aujourd'hui. Difficulté du secteur du tourisme dans la Petite Côte, la tutelle dit en être consciente, seulement reconnaît le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Le tourisme n'est pas le seul secteur touché. Abdoulaye Diouf Sarr a inauguré hier à Saly un casino qui a coûté aux promoteurs 1 milliard de francs CFA. Délocalisation et insertion des populations impactées par les travaux de l'usine MDL. Le projet est confié à l'Agence nationale des écovillages ANEV. Les deux structures, ANEV et GCO, ont signé hier une convention de partenariat. Le directeur des affaires sociales et communautaires de la Grande Côte Coopération, Côte Opération Daourdien est l'invité du 10h. Et la présentation Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée. Crise dans le système scolaire, le QSEMS décrète un mot de grève totale ce mercredi. Les camarades d'Abdoulaye Ndoye exigent de l'État le respect de ses engagements, entre autres le paiement des indemnités liées aux corrections des examens du BFM et du baccalauréat de 2013. Le QSEMS durcit le ton à Thiès et décide de passer à la vitesse supérieure. Suite à l'Assemblée générale organisée au lycée Malick Sy, une grève totale de 24 heures a été décrétée ce mercredi. Un mouvement qui fait suite à l'insatisfaction de sa plateforme revendicative malgré les promesses du ministère de tutelle qui a renvoyé à une date ultérieure les accords. Ali Ouning, le coordonnateur du QSEMS à Thiès. Sur un ensemble de questions, nous avons organisé une Assemblée générale pour véritablement procéder à l'appréciation, mais les enseignants sont clairs. Il n'est plus question qu'on continue à renvoyer les accords que nous avons signés avec le gouvernement à des dates ultérieures indéfinies. Il exige l'application systématique de l'ensemble des accords et c'est la raison pour laquelle, au niveau du lycée Malick Sy aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés et nous avons observé massivement le mot d'ordre décrété par le QSEMS. Ce mot d'ordre est de le mercredi 17, grève totale sur l'ensemble des lycées et collèges du Sénégal. Un mot d'ordre de grève qui entre dans le cadre de l'évaluation du protocole d'accord que le gouvernement du Sénégal avait fait sur les propositions des syndicats d'enseignants pour la sortie de crise. Ababakar Sow, cette décision du QSEMS de paralyser le système scolaire n'est pas du goût des enseignants apéristes de Thiès, selon leur coordonnateur Mamadou Diène. L'État est en train de faire des efforts. Les camarades de Youssou Touré à Thiès se réjouissent des efforts de l'État pour apaiser l'espace scolaire et invitent le QSEMS à la responsabilité. Mamadou Diène, que je propose d'écouter. La sortie quand même du QSEMS, tout ce que nous lui demandons maintenant et ce que nous demandons également au gouvernement du Sénégal, c'est de renouer encore les fils du dialogue pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est vrai, il y a un petit retard par rapport maintenant aux indemnités de déplacement, mais nous pouvons dire que les indemnités de déplacement, ce ne sont pas des salaires. Autrement dit, il n'y a jamais eu de retard de salaire. Donc par conséquent, ils doivent être payés. Inch'Allah, ils seront payés. Mais notre souci principal, c'est qu'on ne peut pas avoir que des ressources humaines de qualité tant qu'on n'a pas une stabilité durable au niveau quand même de nos systèmes. Et nous voudrions qu'au moins pour l'année 2015-2016 et 2017 qu'ils puissent avoir comme une stabilité au niveau maintenant du système. Et par ailleurs, je profite aussi de l'occasion pour fustiger ce qui s'est passé au niveau de l'EFI de Thiès. C'est important d'en parler, tout simplement parce que le directeur intérimaire, c'est-à-dire que l'inspecteur Gadiaga a été démis de ses fonctions. Pour quelle raison nous nous posons cette question? Il a relevé certaines anomalies au niveau de l'ex-EFI. Autrement dit, il semblerait qu'il y a quand même du surplus frauduleux de heures supplémentaires. Au lieu de 9 heures de temps
par semaine, c'est 24 heures par semaine. Et que le directeur administratif a pu sortir maintenant un nouvel emploi du temps qui ne correspond pas quand même aux réalités. Donc nous interpellons l'inspecteur d'académie, nous interpellons aussi le ministre de l'Éducation nationale par rapport maintenant à la somme détournée entre guillemets. Où en est par rapport maintenant à cette situation? Je pense que c'est l'argent du contribuable. Je pense que aussi que les inspecteurs de l'éducation, c'est un corps extrêmement important dans notre système. Nous pensons que aussi qu'ils sont des modèles et que par conséquent, s'il y a ces parfums de détournement, que véritablement que la lanterne maintenant des Sénégalais, en particulier quand même des Thiessois, des Sénégalais puissent être édifiés par rapport maintenant à cette situation. Nous attendons des réponses par rapport à ça. Mamadou Diène, il est le coordonnateur du réseau des enseignants apéristes de Thiès. Mot d'ordre de boycott des banques du Sénégal ce 17 décembre par l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Décision prise pour pousser les banques et institutions financières à respecter les 19 mesures de gratuité bancaire entrées en vigueur depuis le mois d'octobre dernier. Des mesures qui visent à soulager les clients et sociétaires des banques du Sénégal. Abdelaziz Diouf, le secrétaire général de l'ACSIF, au micro de Babacar Sow. Vous savez, depuis 2012, l'ACSIF est dans une dynamique de lutte pour soulager les clients et sociétaires des institutions financières au Sénégal. Et depuis le 16 mai passé, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé 19 mesures de gratuité bancaire. Et ces 19 mesures sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre. Mais jusqu'à présent, les banques peinent à appliquer ça. Et là, comme on est jusqu'à présent dans cette dynamique de lutte, nous voulons que les banques appliquent ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est annoncé par les autorités bancaires, mais aussi par l'État du Sénégal. Donc nous exigeons les banques à appliquer ces mesures de gratuité. Donc sur ce, nous lançons un appel à tous les clients et sociétaires des institutions financières de boycotter les banques, ne serait-ce pour une journée, c'est-à-dire la journée du 17 décembre prochain, pour ne serait-ce les obliger, les contraindre à appliquer ces mesures de gratuité qui peuvent constituer un soulagement pour le client. Abdelaziz Diouf, le secrétaire général de l'association des clients et sociétaires des institutions financières qui appelle à un boycott des banques ce mercredi aujourd'hui. Et puis retenez que demain est célébrée la journée internationale sur les droits des migrants et tous les membres de leur famille. Pour commémorer cette journée, l'Association nationale des partenaires migrants organise un panel à l'espace jeune de Thiès sur le thème un partage large sur les enjeux de la migration, un éclairage sur les programmes de l'État et des collectivités locales pour l'emploi des jeunes et des femmes. Nous y reviendrons. Retour à Mbour, où la marche des professionnels du tourisme de la Petite Côte lundi dernier n'a pas convaincu et pas du tout le ministre du Tourisme qui minimise, selon Abdoulaye Diouf Sarr. L'État est conscient des difficultés qui minent le secteur touristique. Mbour, Pierre Claverpouille. Le ministre du Tourisme prend la colère des acteurs du secteur comme une alerte, ce qui est normal selon lui, au regard des difficultés qui gangrènent le secteur. Cependant, il ne faut pas trop s'alarmer, car un document a été élaboré suite à une réflexion de tous les acteurs, et ce document sera discuté dès jeudi. Abdoulaye Diouf Sarr. Nous comprenons parfaitement que ces acteurs du secteur nous envoient cette alerte. Il ne faut pas effectivement voir dans cette situation-là une situation effectivement qui oppose un secteur à un département. Il s'agit d'une situation que nous gérons ensemble. Et le ministre, avec effectivement les professionnels du secteur, sont en train d'élaborer ensemble, et je dis bien ensemble, un document qui sera présenté pour envisager des mesures d'urgence. Concernant l'embellissement de Saly, des instructions ont été données pour que Saly soit prioritaire dans le cadre du projet Ville Verte. La station Saly sera effectivement donc revue de fond en comble en termes d'embellissement. Mais mieux que cela, parce qu'effectivement, il ne faut pas seulement avoir une ambition d'1 milliard, il faut avoir une ambition plus importante qu'1 milliard. Parce que ce qui doit nous permettre véritablement de positionner Saly à la dimension que nous souhaitons, à dépasser 1 milliard. C'est pourquoi le président de la République a demandé à ce que le projet Ville Verte soit effectivement donc dirigé prioritairement vers une station comme Saly. À ce niveau-là, courant 2015, nous travaillons avec le ministère du cadre de vie pour que des investissements plus importants soient drainés vers Saly pour avoir véritablement une station digne de son nom. Le ministre du Tourisme s'exprimait au cours de l'inauguration du casino Terroubi à Saly. L'investissement est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Pierre Claverpouille, Mbour, Sud FM. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM, CN Radio Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes également sur le net via thiesinfo.com.
Merci à son administrateur, Sey Latir. L'Agence nationale des écovillages du Sénégal signe une convention de partenariat avec la Grande Côte Opération ou MDL de Diogo. L'ANEV entend mener des actions visant l'amélioration des conditions de vie des populations d'une part, mais aussi l'atténuation des effets des activités de l'entreprise sur le milieu. Une convention entre GCO et ANEV saluée par le directeur général de l'ANEV, le colonel Demba Mamadouba. Je pense que ce jour il est extrêmement important pour nous, pour l'ANEV, dans le sens que c'est un projet porteur pour nous. L'Agence nationale des écovillages a une mission fondamentale de créer et de développer des écovillages à travers l'ensemble du territoire national, un village sur deux, à l'horizon de 2025-2027. Je trouve que nous avons été contactés par GCO, Grande Côte Opération, pour voir dans quelle mesure on pourrait intervenir dans le cadre de la résolution des conflits pour créer, n'est-ce pas, des écovillages autour de sites d'exploitation. Je pense que c'est une première, c'est ça aussi la responsabilité sociétale, du moins ce qu'on dit dans les jargons des industriels. Donc nous sommes là pour aider, accompagner un peu cette entreprise dans le développement et la promotion, n'est-ce pas, des populations délocalisées autour du site de production, aussi des sites d'exploitation du moins. Donc cela nous fait énormément plaisir dans la mesure où je pense que l'expérience que nous avons acquise sur l'ensemble du territoire national, nous pourrons confirmer cette expérience ici. Parce que également, je pense que, vous savez, la côte est extrêmement sensible, hein. C'est une zone forestière très particulière par sa position géographique, etc. Donc il est clair que nous, en rapport avec tous les services d'ailleurs du ministère de l'Environnement, hein, sans exclusif, nous allons voir comment appuyer un peu les populations en apportant le développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce que nous allons faire, c'est peut-être intervenir sur la bonne gouvernance locale. On l'a dit. Je pense que la porte d'entrée des écovillages, comme on l'a expliqué très clairement, il faut impérativement asseoir de bonnes pratiques, une bonne gouvernance locale, une bonne organisation sociale, voir comment renforcer ces populations pour comprendre un peu ce processus de phénomène de conservation des ressources naturelles qui sont très fragilisées. Ensuite, on a parlé d'énergie solaire et même éolienne. On a une zone très vantée. Donc, il y a que le fait qu'on peut utiliser l'énergie à partir du vent ou bien l'énergie solaire. Ce sont des énergies renouvelables à portée de main et qu'on peut nous développer à travers c'est l'énergie propre que nous développons dans les écovillages, en tout cas où nous intervenons. Donc, je pense qu'on va de manière importante intervenir pour accompagner un peu les populations dans la mise en place de ces énergies renouvelables, énergie productive bien sûr, mais également énergie domestique. Le colonel Demba Mamadouba, il est le directeur général de l'Agence nationale des écovillages du Sénégal. Justement, cette convention de signature entre dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociale d'entreprise, un projet de transformation des villages impactés des zones minières en écovillages avec un programme d'atténuation de l'impact de l'activité minière. Cette première phase concerne la délocalisation dans des conditions adéquates de 7 hameaux pour 35 ménages, soit 288 personnes voisines de la société MDL. Daour Dian est le directeur du département des affaires sociales et communautaires de GCO. Nous l'accueillerons en fin d'édition. Il est notre invité. Suivons le directeur général adjoint de GCO, Philippe Godard. Pour nous, c'est une conviction, tout simplement. C'est pas du tout une obligation. C'est notre conviction de nous comporter en entreprise, en société citoyenne, et donc d'avoir une intégration harmonieuse dans notre environnement, de faire participer notre environnement aux retombées de notre activité, bien sûr dans la mesure de nos moyens, parce que nous avons une obligation de maîtrise de la technique et de résultats économiques, financiers, pour que le projet soit viable. Mais en même temps, nous installons dans un environnement, nous exploitons des richesses locales. Nous avons des populations qui sont là, qui sont impactées par le projet, et il nous semble tout naturel de prendre en compte leurs préoccupations, de prendre en compte les impacts qu'on peut avoir sur ces populations. Et puis au-delà de ça, c'est notre conviction d'avoir à contribuer au développement de cet environnement, de ces populations locales. Donc on a noué un certain nombre de partenariats, et donc le partenariat avec l'ANEV est particulièrement, je dirais, adapté, approprié dans le cadre de notre vision de notre politique d'entreprise citoyenne. Et juste rajouter là, sur ce plan-là, parce qu'on a vraiment une démarche globale, voilà, d'entreprise citoyenne, de retomber au travers des populations, en général, qu'elles soient employées chez nous, en tant qu'employés GCO, ou pas. Parce qu'il faut bien penser que les retombées, elles ne peuvent pas être que des emplois GCO. On a un nombre limité de postes de travail, mais le développement de la région ne se limite pas à des emplois GCO. Ça va être des emplois d'entreprises de sous-traitance, il y en a, et on va en développer dans certaines activités qui ne sont pas
pas notre cœur de métier. On va aider à la création de sociétés de sous-traitance. On est en train de travailler sur le transport du personnel. On a lancé un appel d'offres pour le transport du personnel. Et on compte bien que l'entreprise qui s'est retenue, qui doit avoir les reins solides pour lancer l'activité, elle travaille avec les populations locales, avec les instances locales, avec nous, pour développer une gérance locale à terme et des emplois locaux. Et on pense à la restauration, on pense à d'autres idées comme ça. C'est une note de santé dans cette édition avec cette rencontre de plaidoyer et de sensibilisation entre les techniciens de santé de la région médicale de Thiès et les professionnels des médias. C'est sur l'introduction d'un nouveau vaccin par le programme élargi de vaccination contre la diarrhée à rotavirus des enfants, la deuxième cause de morbidité au Sénégal. Cette séance de sensibilisation sur la maladie et les mesures à prendre a été l'occasion pour ces techniciens de la santé de parcourir ce nouveau vaccin. Ndiogou Sarr Dieye est le responsable du service épidémiologique à la région médicale de Thiès. Nous avons voulu nous conformer à une directive nationale du pays qui a consisté à introduire le rotavirus dans le programme élargi de vaccination. C'est vrai que nous sommes un peu en retard dans l'information, mais au plan pratique, les services ont déjà démarré la vaccination du rota dans le PEV de routine. J'ai dit qu'en fait, les diarrhées à rotavirus constituaient un problème de santé publique. Et tantôt, je disais qu'elles constituaient la troisième cause de morbidité au plan national. Et la deuxième cause de morbidité et la troisième cause de létalité au plan national. C'est pour cette raison majeure que le pays a retenu du fait que le vaccin existe, donc de l'introduire dans le programme élargi de vaccination. Et je disais tantôt qu'il ne changeait rien à ce qui se faisait sur le terrain. C'est un simple rajout de 2 doses en gouttes qui va être fait dans le calendrier vaccinal et qui vont accompagner le pentavalent ou la poliomyélite si vous voulez bien, à partir de la 6e semaine de la vie et de la 10e semaine de la vie de l'enfant. Sensibiliser les mamans, nous avons en être un pan, mais je crois que déjà à travers les médias, il y a un certain nombre de spots qui sont en train d'être déroulés. Le personnel est en train de parler parce que le financement a existé au niveau de tous les districts, en tout cas sanitaires du pays, les 9 districts sanitaires du pays, au niveau de la région. Donc le spot est en train de passer. Nous sommes en train de vous parler. C'est pour que, comme à l'accoutumée, vous puissiez aider au relais de l'information par rapport aux populations. Et le personnel également est en train de parler. La fièvre. La transmission, elle est orofécale. C'est une maladie du péril fécal. Elle se passe, elle est contractée par la bouche. On mange le germe. C'est une maladie du péril fécal, donc une maladie de la pauvreté, de l'insalubrité, de l'hygiène défectueuse. Par rapport aux autres formes, comme par rapport au rotavirus, il faut une hygiène d'assainissement, une hygiène globale normale. Donc propreté, propreté et propreté. Propreté corporelle, propreté environnement, propreté alimentaire. Donc une hygiène globale normale. Aussi bien pour les diarrhées à rotavirus que pour toutes les autres diarrhées et pour toutes les autres maladies. C'est qu'ici, ce qu'on a spécialement, c'est que pour les rotavirus et les formes graves, nous avons un vaccin. Mais malheureusement, le vaccin ne règle pas toutes les diarrhées. Seulement les diarrhées à rotavirus, formes graves. Dans les autres, il y a le traitement et l'IEC, généralement, qui s'accentue sur l'hygiène globale, corporelle, alimentaire et environnementale de l'homme. La semaine nationale de la petite enfance sur le thème Agir ensemble pour la petite enfance, un devoir de citoyen. À Thiès, l'antenne régionale de la Case des Tout-Petits n'a pas été en reste avec la participation de plus de 50 écoles. Une randonnée pédestre a été organisée hier, occasion saisie par les responsables de la coordination régionale de la petite enfance pour une meilleure implication financière de la tutelle pour les semaines nationales à venir. Pape Mafal Fall, adjoint au coordonnateur régional de la petite enfance de Thiès. Cette semaine nationale a débuté depuis le 8 décembre à Louga. Donc aujourd'hui, c'était une journée spéciale pour la région de Thiès qui n'a pas été en reste en ce qui concerne cette semaine de la petite enfance, dont le thème était Agir ensemble pour la petite enfance, un devoir de citoyen. Plus de 50 écoles ont pu participer à cette journée à travers beaucoup de manifestations. Il y avait des randonnées pédestres, il y avait aussi des jeux sportifs et des jeux d'esprit dans les 3 zones qu'on avait divisé la région de Thiès. Donc il y avait la zone nord qui polarise les écoles de la zone nord, donc où
le point de chute était la CTP de Médina Fall. Il y avait aussi la zone Est où le point de chute était l'école maternelle R100. Il y avait aussi la zone Ouest où le point de chute était le CEDIP de Fayou. Donc là-bas vraiment où j'ai pu passer la matinée, vraiment les jeux se sont bien déroulés, vraiment tout s'est bien passé. Les enfants ont participé. Il y avait presque au total plus de 50 écoles qui ont eu à participer à cette fête. La fête était vraiment belle. Si vous avez un message à passer, quel serait ce message? Je dirais quand même que la prochaine fois que vraiment la case des tout-petits, l'agence, puisse quand même nous donner plus de moyens pour faire participer toutes les écoles de Thiès. Avec le peu de moyens qu'on avait, donc on a pu seulement faire participer 50 écoles. Vraiment, on aurait quand même fait mieux, mais malheureusement, vraiment, les fonds qu'on avait à notre disposition n'étaient pas quand même suffisants pour quand même nous permettre de prendre toutes les écoles de Thiès. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Monsieur, l'invité du 10h est le directeur du département des affaires sociales et communautaires de la Grande Côte Opération, MDL. MDL qui a commencé la production depuis le 1er avril dernier, seulement des prévisions en deçà des objectifs initialement visés. Toutefois, les responsables de l'usine affichent l'optimisme et saluent le climat d'apaisement qui sévit au sein de l'entreprise. À ce jour, près de 900 personnes travaillent dans cette entreprise qui exploite entre autres produits minerais, le zircon. Une occasion dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociétale d'entreprise pour la GCO de signer une convention de partenariat hier avec l'Agence nationale des écovillages du Sénégal. Il s'agit d'un projet de transformation des villages impactés des zones minières en écovillages avec un programme d'atténuation de l'impact de l'activité minière. Cette première phase concerne la délocalisation dans des conditions adéquates de 7 hameaux pour 35 ménages, soit 238 personnes voisines de la société GCO. Daour Djan est notre invité. Depuis, on se rappelle un peu des années 2009-2010. On avait quand même une cohabitation assez heurtée avec les populations. C'était tout simplement lié à un manque de compréhension donc de ces populations par rapport à l'installation de ce projet. Parce que c'était la première expérience minière dans la zone, par les ICS je veux dire. Et je ne veux pas jeter le truc sur ces industries-là, mais c'est que les populations, ils ont tendance à croire qu'une exploitation minière, c'est synonyme de pollution, c'est synonyme de destruction du cadre de vie, c'est synonyme de pollution des eaux. C'est normal qu'ils aient eu peur à nous voir venir. Et en plus, comme vous dites, on a signé une convention avec l'État du Sénégal qui répond au code minier sénégalais. Et dans cette convention, effectivement, il y a des engagements en fait de la société à mettre en place ce qu'on appelle un programme social minier. Et ce programme social minier, c'est encore pas une obligation, mais c'est tout juste un budget qui est mis en place pour venir en appoint à l'État du Sénégal. Si c'est une mission régalienne, dans les zones où les sociétés sont installées. Il se trouve que parfois, l'État ne parvient pas donc à régler les problèmes communautaires ou bien les problèmes sociaux des populations. Et c'est là que nous entrons en jeu pour apporter notre pierre à l'édifice. Malheureusement, cette notion de programme social minier n'est toujours pas bien comprise par les populations, tout simplement parce qu'elles en font un droit, alors que c'est en fait une bonne volonté. C'est comme vous dites, la RSE, c'est pas une obligation, mais elle est volontaire. Mais il est conseillé de s'inscrire dans cette optique-là pour rester ce qu'on appelle le concept de société citoyenne, dont nous sommes extrêmement fiers. Donc aujourd'hui, j'avoue que nos relations avec les populations locales sont au beau fixe. Ça a été le fruit quand même de beaucoup de consultations, de communication, vraiment d'efforts consentis par les deux parties, parce qu'il n'y a pas que la société qui a fait, mais les populations aussi à un moment se sont rendues compte qu'il fallait qu'ils prennent les choses beaucoup plus au sérieux, essayer de voir exactement qu'est-ce que c'est que cette société-là, qu'est-ce que cette société va faire ici, quelles seraient les retombées qui pourraient en fait venir de son installation. Heureusement, avec un programme social minier qu'on a commencé à déployer, on a eu à construire des infrastructures communautaires et actuellement, je suis fier de le dire parce que actuellement nous sommes au point de procéder à la réception du collège de Diogo, qui a été une forte revendication des populations locales, qui est actuellement phase de finition. Nous sommes en train de construire aussi une école primaire à Tchar, un village qui se trouve environ 5 km au nord de Diogo, qui est complètement donc enclavé et l'accès est extrêmement difficile. L'école primaire qui était là-bas, c'était un abri provisoire avec une bâche, mais actuellement nous avons construit quand même des salles de classe, des latrines, un bureau directeur et ce sera équipé en solaire pour que les enfants la nuit qui puissent
travailler en fait la délocalisation. C'est vrai qu'il y a un budget qui est en place, mais il n'est pas définitif parce que déjà nous cherchons toujours à améliorer les conditions d'existence des populations. Mais ce qui est certain, on va offrir à ces populations-là des habitations, des ouvrages communautaires d'un certain standing, qui seraient beaucoup meilleurs que là où ils habitaient avant. Et déjà, on a un projet de mettre en place un forage d'eau potable, donc plus un château d'eau qui va subvenir entièrement aux besoins en ressources des populations. Il y aura une carte de santé qui sera donc équipée aussi. Et le staff, actuellement, même on est déjà pour parler avec le district sanitaire de Tivaouane pour le personnel qui sera affecté là-bas. De même que pour l'école primaire, actuellement, les pourparlers sont très avancés. On aura quand même les enseignants qui seront détachés sur site pour cette école-là. En dehors de ça, il paraît que sur les maquettes, une maquette peut-être que tu diras que c'est une maquette, mais nous allons construire en dur. On va mettre du solaire, il y aura de l'électricité. Et le package, c'est quoi? C'est-à-dire que pour chaque famille, une famille qui avait 2 chambres va bénéficier d'une maison de 3 chambres. Ça, c'est un minimum. Maintenant, en fonction de la taille de la famille, c'est like to like. Autant de chambres. Mais cette fois-ci, on construit en dur. Et il y a des latrines, tout ça. Mais au-delà même de ces infrastructures, il y a aussi l'organisation qui est très fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à construire des maisons, construire des écoles et puis délaisser les populations. On va les accompagner, on va les former. D'ailleurs, nous, la quintessence même de signature de ce protocole avec l'ANEV. Parce qu'on voudrait que l'ANEV nous accompagne dans tout ce qui est pérennisation et durabilité de toute activité communautaire que nous allons mettre en place. Microfinance, bonne gouvernance, tout ça, ça entre en ligne de compte dans ce truc-là. Donc pour vous dire que, quoique ce n'est pas l'enveloppe qui est importante, mais ce qui est important, c'est le service, la qualité du service qu'on va donner à ces gens-là. Ce sera un projet de village moderne. Exactement. Et ça, c'est un défi, un éco-village. C'est un défi pour nous. Heureusement qu'on a la compagnie de l'ANEV qui va beaucoup nous accompagner dans cette. Mais nous, ce que notre fierté serait, d'ici des années, que les gens reviennent et qu'ils voient que, tiens, voilà un éco-village que GCO a créé en partenariat avec l'ANEV. C'est le défi actuellement que nous lançons. Je dirais tout simplement que tu seras déçu parce que tout simplement, tout au début, on avait fait une annonce disant que théoriquement, on doit faire en fait 80 000 tonnes de zircon par année, 11 000 tonnes de locoxène et de dilménite et 600 000 tonnes d'ilménite du Mont-Saint. Mais le locoxène est utilisable. Vous savez, en matière d'industrie minière, le problème qui se pose souvent, une usine qui vient tout juste de démarrer, c'est ce qu'on appelle une phase pilote. Et la phase pilote, c'est une phase test, qui permet de voir effectivement est-ce que toutes les installations marchent comme c'était prévu théoriquement dans le cahier de charge. Mais on est passé par des moments extrêmement difficiles au niveau de l'exploitation et on a eu des pannes qui étaient normales parce que c'était prévu. En fait, ce qui a été planifié, projeté, n'a pas été réalisé. On n'est pas véritablement même pas à la moitié de ce qu'on devait produire. Ça aussi, je crois que c'est bien que Babacar soit là. Au début, on a eu trop de problèmes avec les populations à propos des impenses. Et pourtant, dans notre vision, on a toujours voulu donner l'avantage aux populations. Parce que nous sommes dans une république, nous sommes dans un État qui fonctionne sur la base de lois. Donc ces impenses-là, c'est des lois qui fixent le taux des impenses. Mais quand on est arrivé, on s'est dit que non, peut-être les impenses, le taux du barème officiel national nous paraît un peu obsolète. Donc on a à l'époque saisi le sous-préfet de Meouane pour lui demander en fait d'essayer de mettre en place une commission de réévaluation de ce barème-là pour que ça soit en fait conforme au niveau de vie des populations actuelles. Donc il y a monsieur même Sall qui était là tout à l'heure qui faisait partie de cette commission-là, qui est le chef du CRDL de Meouane. Donc ils ont fait donc des sessions de travail, des enquêtes sur le terrain et ils sont revenus vers nous après 3 mois de travaux pour nous proposer un barème qui était 5 fois supérieur au barème du Sénégal et qui était en fait le barème qui était proche en fait de la fourchette des barèmes de la Banque mondiale. Donc ça nous a gêné un peu parce que c'est nous qui avons demandé la réévaluation, donc on ne peut pas revenir dire que non, on n'a pas besoin de ce barème-là. Mais également, ce projet-là, tout au début, le financement devait venir des banques d'investissement comme la BAD ou bien l'AFC, donc la Banque mondiale. Donc on s'est dit que bon, d'un côté c'est pas mal parce que ça va donner certaines images par rapport à ces banques-là. Mais ce qui était fondamental, c'est que au moins les populations allaient bénéficier de ça. C'était mal. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. L'invité du 10h, Daoud Dian, le directeur du département des affaires sociales et communautaires de GCO, qui revenait sur cette convention de partenariat entre GCO et l'ANEV. C'est à propos de la délocalisation et de l'insertion des populations impactées par les travaux de la société Grande Côte Opération ou MDL de Diogo. Un projet confié à l'Agence nationale des écovillages du Sénégal. Difficulté du secteur du tourisme dans la Petite Côte, la tutelle du temps-être consciente. Seulement, reconnaît le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Le tourisme n'est pas le seul secteur touché. Abdoulaye Diouf Sarr inauguré hier à Saly le casino Terrou-Bi qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Crise dans le système scolaire, le QCEMS appelle à un boycott total aujourd'hui.
Un boycott des cours après un mot d'ordre de débrayage décrété hier. Ces enseignants du moyen secondaire réclament le paiement de leurs indemnités de correction des examens du BFM et du baccalauréat 2013 entre autres. Pendant ce temps, le réseau des enseignants appelle le QSEMS à la raison et salue la décision de la tutelle de plaider pour la réorganisation du mouvement syndical. Autre secteur incriminé, c'est celui des banques accusées par les clients et sociétaires de ne pas respecter les 19 mesures de facilitation prises au mois d'octobre dernier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Babacar Ndaw vous l'a présenté avec un immense plaisir. Pape Gueye était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci pour ces services.